dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'hydrogène. Et nous en parlons avec Yann Cordier, qui est gérant chez AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Yann. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes spécialiste de la gestion thématique et ESG depuis près de 15 ans maintenant, je crois, Yann. Avec ce fonds, donc Hydrogène 360, AlphaJet Hydrogène 360, qui est une stratégie toute récente chez AlphaJet, qui a été lancée en octobre 2023. Je voulais qu'on prenne quelques minutes quand même pour faire le point justement sur l'hydrogène en tant que vecteur d'énergie, en tant que possible carburant également. L'hydrogène, c'est pas une ressource nouvelle, évidemment, dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut dire de la ressource hydrogène et de la manière dont on est capable de l'utiliser aujourd'hui par rapport à hier et peut-être demain également, Yann? Très bien. En fait, l'hydrogène, comme vous l'avez très justement dit, est produit industriellement depuis le 19e siècle, donc ça n'a rien d'une nouveauté. Mais il a des propriétés qui se révèlent particulièrement intéressantes aujourd'hui. Tout d'abord, sa densité énergétique, qui est de l'ordre de 3 fois plus importante que celle du pétrole. Très concrètement, 1 kg d'hydrogène a produit autant d'énergie que 3 kg de pétrole. C'est déjà un premier point dans une industrie décarbonée, c'est quand même un très bon point. Une autre chose intéressante, c'est que c'est à l'heure actuelle, enfin, la combustion de l'hydrogène ne rejette pas de gaz à effet de serre, puisqu'elle produit, la combustion de l'hydrogène produit de la vapeur d'eau. Et un autre point qui me semble particulièrement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'hydrogène, en fait, c'est le meilleur moyen de stocker de l'électricité, notamment venant d'énergie intermittente, et en plus, et ensuite, de la restituer, en quelque sorte, à la demande. Donc, aujourd'hui, c'est un vecteur d'énergie et de peut-être, comme vous l'avez dit, un carburant de plus en plus intéressant pour respecter les accords de Paris où, pour être dans les clous, il va falloir une multiplicité de technologies qui vont se combiner, dont l'hydrogène prendra une part, à mon avis, très importante. Au regard de toutes les caractéristiques que vous décrivez, vous dites que c'est impossible quand dans le mix énergétique demain, il n'y ait pas une place importante, significative, en tout cas pour l'hydrogène. Absolument. C'est vraiment pour moi l'énergie du futur. Alors, il est vrai qu'il y a eu un petit peu d'hésitation, on l'a vu encore l'année dernière, sur le thème de l'hydrogène, et depuis quelques années. L'hydrogène a encore ses détracteurs, et on oppose un petit peu toujours les mêmes arguments. Sa production est polluante. Bah oui. Alors ça, c'est vrai pour l'hydrogène gris ou l'hydrogène brun, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui 95% de la production mondiale, donc c'est un vrai argument. Il y a aussi le fait de la sécurité, puisque aujourd'hui, on rétorque souvent que l'hydrogène est volatile, corrosif, inflammable, c'est vrai, mais on n'est plus en 1937, au temps du Hindenburg, où là, on avait finalement l'explosion de l'hydrogène. La catastrophe du Hindenburg, c'est pas tellement dû à l'hydrogène qu'à la peinture de la nacelle qui a provoqué la propagation de l'incendie. Donc le grand ballon dirigeable, voilà, exactement, le Zeppelin. Donc c'est vrai que ces arguments de sécurité s'entendent, mais aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de très important qui se produit, c'est qu'on construit de plus en plus des réservoirs de stockage de plus en plus étanches, en utilisant de l'acier, de l'aluminium, différentes résines. Et en plus, on est capable aujourd'hui, à température ambiante, de stocker de l'hydrogène sous forme solide. Donc ça, c'est quand même une vraie nouveauté. La safety est plus un sujet. Normalement, ça ne devrait plus l'être. Il faut évidemment former le personnel, mais aujourd'hui, la sécurité pour l'hydrogène est à peu près comparable à celle des hydrocarbures. Donc ça ne devrait plus être un sujet. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, alors, on reproche à l'hydrogène d'être, c'est vrai, peu présent à l'état natif. C'est-à-dire qu'on le trouve dans l'eau, évidemment, combiné avec l'oxygène, ou dans les hydrocarbures combinés avec le carbone. D'où l'obligation de le produire et d'avoir des processus de production qui ne sont pas complètement décarbonés aujourd'hui. C'est ça. Alors, pour le vaporeformage, pour tout ce qui est carboné, donc c'est 95% aujourd'hui à l'échelon mondial, et l'électrolyse à partir d'énergie renouvelable. Voilà. Et alors, il y a aussi quand même un événement très important qui est intervenu ces 10-15 dernières années, c'est la découverte d'hydrogène à l'état natif. Alors, on savait qu'il en existait, mais finalement, on s'aperçoit que ça peut être une véritable solution à l'avenir, parce que, alors, l'hydrogène à l'état natif, on en a découvert un petit peu partout. On en a découvert d'abord au Mali, puis en Mauritanie, au Maroc, en Amérique du Nord, en Australie, alors Australie occidentale et méridionale, qui sont très très à la pointe sur le sujet, en Russie et même en France. Vous avez dû entendre parler forcément de la méga découverte à Folchwiller en Lorraine, et c'est extrêmement important parce que
d'un côté, c'est de la production locale pour des besoins locaux et très bien disséminée sur la Terre, et même tous les océans. Et donc, il n'y a pas de risque géopolitique, contrairement aux hydrocarbures. Et d'un autre côté, on s'aperçoit, les scientifiques commencent à se rendre compte que ces champs se régénèrent au bout de quelques mois. Ce qui fait qu'on doit complètement inverser la logique et ne plus penser finalement en termes de stock fini, comme dans le cas du pétrole, mais en termes de flux. Et ça, vraiment, ça change tout. Ah oui. Sur l'hydrogène qu'on produit encore aujourd'hui, vous dites 95% est de l'hydrogène gris ou brun, ou voilà. Ça évolue vite. C'est-à-dire la part d'hydrogène vert ou rose. Alors j'ai appris qu'on appelait l'hydrogène rose produit à partir d'énergie nucléaire, comme en France par exemple. C'est ça. Alors hydrogène rose ou jaune, ça dépend de la terminologie, oui, c'est pareil. D'accord. Non mais c'est hydrogène propre. Il prend des parts de marché vite, très vite, là. Oui, alors là, il y a eu tellement de projets au niveau international, européen et au niveau de chaque État, mais tellement d'argent qui est mis sur la table qu'effectivement, le poids des énergies renouvelables dans la production d'hydrogène décarboné est en train de croître de manière exponentielle. Ouais. L'hydrogène rose aussi, comme vous le disiez, à partir du nucléaire, puisque l'année dernière, l'Allemagne a consenti à s'aligner un petit peu avec la position française et consent, sous certaines conditions, à considérer le nucléaire comme un moyen de produire de l'hydrogène décarboné. Ouais. Donc voilà, tout est en train de se mettre en place pour que la part d'hydrogène polluant se casse la figure, en fait, très clairement. Ouais. À quoi sert l'hydrogène concrètement? Dans quel type d'équipement on va retrouver de l'hydrogène, soit sous forme de pile, soit en tant que carburant propre? Oui, alors vous faites très bien de mentionner ça, Grégoire, puisque effectivement, je vais citer par exemple la société brestoise EHM, qui a mis au point pour les bus des moteurs à combustion interne utilisant à 100% l'hydrogène avec un haut rendement. Donc là, on ne parle plus de moteurs hybrides, enfin électriques avec pile à combustible fonctionnant à l'hydrogène. C'est encore l'étape au-dessus. Donc, il y a énormément d'innovations. Alors, maintenant, quand on parle de débouchés, il faut distinguer le court terme du moyen long terme. On ne parle vraiment pas de la même chose. Alors, à court terme, c'est surtout l'industrie qui doit faire face à une décarbonation accélérée de ses process. Et là, on peut penser à la sidérurgie, à l'industrie cimentière, à la chimie, etc. Donc là, il y a un impératif de se décarboner. Il y a aussi les mobilités lourdes. Alors, dans les mobilités lourdes, il y a le fret routier, les camions, il y a les transports en commun. Donc, je parlais des bus tout à l'heure, mais on peut parler aussi des trains. Sur les lignes qui ne sont pas électrifiées, l'hydrogène peut constituer une très bonne alternative. Et puis, le fret maritime aussi, où il y a des impératifs. Là aussi, impératif très fort, court terme, bien très sûr, fort pour décarboner très vite. C'est un secteur très très émetteur de CO2. Donc ça, c'est plus pour le court terme. À moyen long terme, on a tout ce qui est transport aérien, avec maintenant l'obligation d'utiliser des carburants décarbonés en quelque sorte, utilisant partiellement de l'hydrogène vert, enfin produit de manière non carbonée évidemment. Alors, il y a la grande question de la mobilité légère, la voiture individuelle. Alors là, les grands détracteurs de l'hydrogène, ça c'est un petit peu leur antienne, c'est toujours dire, bon, oui, vous voyez, non, la voiture à hydrogène... Ils sont restés bloqués là-dessus, quoi. Ils sont restés bloqués là-dessus. D'accord. Et en fait, leur cas d'investissement se réduit un petit peu à ça, pour disqualifier l'hydrogène. Non, à l'heure actuelle, pour être très clair, boursièrement, si je joue l'hydrogène, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. C'est pour l'industrie et la mobilité lourde. Pour les mobilités légères, alors, en 2030, peut-être que les choses auront beaucoup changé. Il y aura plus de stations de recharge, on aura fait des progrès en termes de rendement et d'autonomie, ça commence déjà à être le cas. Et vous voyez tous les big guys asiatiques, les Toyota, les Honda, Hyundai aussi, très fortement, qui a encore parlé aujourd'hui, Stellantis également, et même les constructeurs allemands qui voient dans l'hydrogène un moyen peut-être de sauver la filière automobile thermique. Voilà, la fin du moteur thermique met tellement à mal les filières de l'industrie automobile que l'hydrogène peut être vu comme une porte de sortie ou en tout cas une soupape, quoi. Exactement. Pour dire les choses simplement. Je passe sur les moyens et les finances publiques dédiées au développement de l'hydrogène, mais on sait qu'on a des grands plans de ce point de vue-là, notamment en Europe, France, Allemagne ont mis quand même des paquets de milliards sur l'hydrogène. Chine, États-Unis Chine également. C'est, pour vous donner une idée, la moitié
moitié aujourd'hui, à l'heure où on se parle, Ouais. la moitié de la capacité de production d'hydrogène par électrolyse, c'est en Chine. D'accord. Donc la Chine est en retard, elle D'accord. est en train de brûler les étapes, et le plan Biden aux États-Unis est en train également de faire des Bien. États-Unis. Bon, on retrouve sur l'hydrogène, j'allais dire, à peu près le même rapport de force qu'on peut retrouver sur d'autres technologies ou sur d'autres Oui. sujets de transition. C'est tout à fait ça. En une minute, comment vous vous exposez stratégiquement en tant qu'investisseur, gestionnaire d'actifs à ce thème de l'hydrogène? Qu'est-ce qui vous intéresse et quelles sont les grandes verticales que vous traitez? Alors, tout d'abord, l'hydrogène natif, même si boursièrement, il n'y a pas beaucoup de vecteurs pour le jouer aujourd'hui. Alors, il y a quand même la Française de l'énergie, qui est une société vraiment pionnière et très bien gérée. Donc, tout ce qui est hydrogène blanc, effectivement, intéresse de plus en plus d'acteurs. La production d'hydrogène vert via les énergies renouvelables. Alors, on aime bien des boîtes comme NextEra, par exemple, aux États-Unis, ou Iberdrola. NextEra va bénéficier beaucoup du plan Biden, des crédits d'impôts absolument massifs. On aime bien aussi tout ce qui est stockage, alors qu'il s'agisse des grands réservoirs de stockage. Et là, à Cocorico, on a 2 grands acteurs français qui sont à la pointe là-dessus, qui construisent des gigafactories. On a Forvia ou Plasticomium. On a aussi... et pour ces boîtes-là, ce n'est pas des petites parts de leur activité? Non. Là. Pour Plasticomium, par exemple, on parle de 3 milliards de chiffre d'affaires en 2030 dans l'hydrogène, ce qui est quand même assez considérable. On a aussi les acteurs des gaz industriels qui produisent, qui liquéfient le gaz, l'hydrogène et qui le transportent. C'est un maillon clé de toute la chaîne. Là, évidemment, on pense à Air Liquide ou à Linde. Moi, il y a une boîte que j'aime bien, c'est Iwatani, au Japon, qui est une sorte d'air liquide japonais, mais qui bénéficie en plus d'une impulsion gigantesque donnée par l'État japonais depuis peu, après des années un petit peu en dormance. D'accord. Voilà. Et puis, évidemment, tout ce qui est motorisation nouvelle, puis la combustible. Et le fret maritime, j'aime bien par exemple la société finlandaise Wärtsilä qui est spécialisée dans la fabrication de moteurs pour la navigation. Merci beaucoup Yann, merci pour ce tour d'horizon. Alors on a fait un 360 rapide sur la question de l'hydrogène dans ce dernier quart d'heure avec vous. Merci beaucoup d'être venu en parler. Vous êtes gérant chez AlphaJet Fair Investors, Vienne Cordier qui pilote la stratégie AlphaJet Hydrogène 360 qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Merci Grégoire.